Et voici Principato, un jeu de Tuco Taccocalio, pardon, c'est un peu difficile à prononcer, on n'a pas l'habitude, mais c'est peut-être un auteur dont on entendra à nouveau parler. Donc c'est un jeu de gestion tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 10-12 ans, hein, c'est quand même un jeu plutôt réservé aux adultes. C'est édité par Gigamic et par Eggertspiel. Alors au niveau matériel, tout d'abord 4 plateaux individuels, comme ceci, représentant une ville de l'Italie de la Renaissance. Et effectivement, chaque joueur va être à la tête d'une telle ville, donc chacun va pouvoir recevoir son plateau et le placer devant lui. Puis nous avons 2 ensembles de jetons spéciaux. Alors tout d'abord des jetons hexagonaux verts qui sont d'un côté des champs et de l'autre côté des fermes, et d'autres jetons carrés, ceux-ci, et jaunes, qui présentent d'un côté des palazzos et de l'autre côté des banques. Alors chacun va recevoir 2 jetons de chaque, 2 verts et 2 jaunes, qu'il va placer immédiatement sur sa principauté. On placera chacun de ces jetons sur une face différente. On aura donc un champ, une ferme, un palace et une banque pour commencer la partie. Alors on les place sur les cases correspondantes, c'est-à-dire les champs et les fermes à l'extérieur de son château. Et à l'intérieur de son château, dans les cases en jaune, on pourra placer indifféremment des palazzos et des banques. Donc on les place à n'importe quel endroit et on pourra même les changer de place au fur et à mesure de la partie. Nous avons ensuite 3 types de cubes. Nous avons des cubes verts qui représentent de la nourriture. En début de partie, chacun va d'ailleurs recevoir une nourriture qu'il placera immédiatement sur son pion ferme, c'est-à-dire celui où il y a 2 cubes de dessinée et non pas celui où il y a un plus cube. Et nous avons aussi des cubes jaunes qui sont des cubes d'or et on en placera aussi un sur sa banque en début de partie. Les cubes violets sont quant à eux des cubes de faveur. Chacun en recevra un en début de partie qu'il pourra placer dans son église, sur son plateau de jeu personnel. Ensuite, nous avons un ensemble de jetons rouges qui sont des jetons servant à la guerre. Nous avons des miliciens qui sont représentés avec un petit cube vert et au verso des condottieri, avec un cube jaune dessiné sur eux. Donc chacun de ces pions est recto verso, et ensuite nous avons des catapultes qui, elles, sont des catapultes des 2 côtés. Donc tous ces jetons vont être placés au centre du jeu à disposition des joueurs. Ensuite, nous avons un ensemble de jetons spéciaux. Il y a des jetons présentant des statues, alors ils sont recto verso avec la même chose dessinée de chaque côté. De même pour des livres et pour des portraits. Alors attention, il y a un gros ensemble de chacun de ces 3 types de tuiles. Il faudra bien les disposer parce qu'elles ont des chiffres différents. Il faudra donc les classer au milieu du jeu avec les chiffres différents apparents. Donc une colonne de 3 par exemple, une colonne de 4 pour les statues, etc. Et pareil pour chacun des autres types de jetons de ce type. Voilà ce que ça peut vous donner une fois ces jetons correctement classés. Ensuite, nous avons un ensemble de billets avec des coupures de 1, de 2 et de 5 qui seront disposés à côté du jeu. Et enfin, un gros paquet de cartes. Alors, dans ces cartes, attention, il faudra les trier en début de partie. Nous avons tout d'abord 2 cartes spéciales qui sont des cartes d'aide de jeu, donc on va pouvoir retirer pour l'instant. Ensuite, vous avez des cartes S1, il y en a 4, des cartes S2, il y en a 4 aussi, des cartes parchemin, avec un 1 ou un 2 dessiné dans le petit seau, il y en a donc 8 en tout. Et enfin, un gros paquet de cartes constitué de 3 piles en fait. Une pile avec un 1 dessiné, une pile avec un 2 dessiné, et enfin une pile avec un 3 dessiné. Mais avant de les séparer, vous pouvez les prendre, et si vous jouez à moins de 4 joueurs, il vous faudra retirer les cartes qui présentent un chiffre correspondant à un nombre de joueurs inférieur. Donc par exemple, si on joue à 2 joueurs, on retirera toutes les cartes avec un 3 et un 4 de dessiné. Si on joue à 3 joueurs, on retirera toutes les cartes avec un 4, et évidemment, si on joue à 4 joueurs, on utilisera l'ensemble de ces cartes. Ensuite, pour commencer, on prendra toutes les cartes S1 et S2, on les mélangera bien séparément dans 2 petits paquets, il y en a 4 de chaque, et donc chaque joueur va en piocher ensuite une au hasard dans ce paquet. Il aura donc une carte S1 et une carte S2 qu'il pourra placer face visible à côté de son plateau de jeu. Ensuite, on va effectuer la même chose avec les cartes parchemin. Il y en a 4, 1, 4, 2. Chacun va recevoir un 1 et un 2. Mais attention, comme ce sont des cartes objectives, cette fois-ci, les joueurs vont les récupérer, vont pouvoir les regarder, mais ne les montrent pas aux autres joueurs. Ils vont les garder face cachée pendant toute la durée de la partie. Les paquets restants 1, 2 et 3 sont bien mélangés séparément, et vous allez récupérer le paquet 1 avec lequel on va débuter la partie.
Vous le placerez à droite de votre aire de jeu et ensuite vous allez révéler des cartes qui dépendent du nombre de joueurs. Alors si jamais vous jouez à 2 joueurs, vous allez révéler seulement les 5 premières cartes. Vous allez en dévoiler 6 si vous jouez à 3 et 7 si vous jouez à 4 joueurs. Cette rangée de cartes va être appelée l'étalage et le paquet de cartes restant va être laissé à droite de cet étalage. Enfin, vous désignez aléatoirement le premier joueur, vous allez lui donner cette carte spéciale de décompte. En fait, il y a le décompte des victoires militaires derrière, et vous allez la donner donc au premier joueur qui va le placer face visible devant lui. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, à Principato, chaque joueur est donc le chef d'une principauté de la Renaissance en Italie, et il va essayer de développer au maximum sa ville afin d'obtenir le plus de prestige possible. Alors, il va pouvoir en gagner grâce à des victoires militaires, mais aussi grâce à la culture qu'il aura dans sa ville, grâce à l'élaboration de tableaux, de manuscrits et de statues. Alors, le jeu va se dérouler en 3 années. Chaque année correspond à un paquet de cartes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura terminé ce premier paquet de cartes, on fera un décompte militaire, effectivement. Il faudra essayer d'avoir le plus d'armées possible dans son château pour pouvoir emporter ces victoires militaires qui auront lieu à la fin du premier paquet de la première année, à la fin du deuxième paquet de la deuxième année, et en fin de jeu à la fin du troisième paquet. Attention, dans le paquet 2 et dans le paquet 3, il y a aussi une carte spéciale de décompte militaire, ce qui veut dire qu'en fait, dans le jeu, il y aura 5 décomptes militaires. Un premier à la fin de la première année, un pendant la deuxième année et à la fin de la deuxième année, et un pendant la troisième année et à la fin de la troisième année. Alors, précision importante sur les tuiles que les joueurs vont pouvoir placer dans leur principauté. Effectivement, elles sont recto verso, et donc en fonction de la face sur laquelle on les placera dans sa principauté, eh bien, elles auront une fonction différente. S'il y a un plus avec un cube de représenté, ce qui est le cas pour les champs et pour les palazzos, eh bien ça nous aidera en fait à récupérer des cubes au fur et à mesure de la partie. Par contre, il sera impossible de stocker ces cubes sur ces tuiles. Effectivement, ce sont les versos de ces tuiles, c'est-à-dire la ferme et la banque, qui permettront au fur et à mesure du jeu de stocker ces cubes. C'est-à-dire que sur ces 2 types de tuiles, on pourra placer jusqu'à 2 cubes, 1 ou 2 cubes. Évidemment, les cubes supplémentaires ne pourront pas être placés, et donc lorsqu'on en recevra au fur et à mesure du jeu, il faudra absolument les stocker pour pouvoir les utiliser plus tard. Tous ceux qui ne peuvent pas être stockés ne seront tout simplement pas gagnés. De plus, chaque joueur dispose d'une église à l'intérieur de son château, et dans cette église, au maximum, ne pourront être stockés que 3 cubes faveurs. Les cubes faveurs ne peuvent être stockés que sur l'église. Alors, pendant toute la durée du jeu, et à commencer par le premier joueur, celui qui a la carte premier joueur, eh bien chacun va avoir 2 actions à faire lors de son tour. Et les actions disponibles vont tout simplement être proposées par les cartes dont il dispose. Donc nous avons vu qu'en début de partie, nous avons chacun reçu une carte S1, une carte S2 que nous avons placée face ouverte à côté de notre plateau de jeu. Eh bien ce sont les 2 actions dont nous avons la disposition lors du premier tour de jeu. Avec les 2 actions disponibles pour un joueur, celui-ci va avoir le choix entre 3 possibilités. La première action possible va être d'activer justement l'action d'une des cartes qu'il possède devant lui. La deuxième possibilité sera d'échanger une carte action qu'il a devant lui avec une carte action se trouvant à disposition dans l'étalage. Et la troisième action possible sera tout simplement de recevoir un cube de faveur pour le mettre dans son église. Première action possible, activer une carte. Alors lorsqu'on va activer une carte, on va tout simplement faire un des choix qui s'offre à nous et qui est dessiné en haut de la carte. Alors lorsqu'il y a un slash, ce sera soit cette action-là qui sera possible en activant la carte grâce à une des 2 actions qu'on a partout. Par exemple, notre premier joueur a reçu une carte percepteur et une carte chantier. Alors la carte percepteur, s'il décide de l'activer, va lui permettre de recevoir 2 cubes, soit 2 cubes or, soit un cube nourriture et un cube or, soit 2 cubes de nourriture. À ce moment-là, il va prendre ses jetons de la banque, imaginons qu'il ait décidé de prendre un jeton de chaque, et il va pouvoir les disposer dans sa principauté sur des endroits valides. Nous avons vu en début de partie que nous avons une ferme et une banque sur laquelle nous avons déjà placé un cube. Il me reste donc un emplacement pour
un or supplémentaire et un emplacement pour une nourriture supplémentaire, et ma principauté est pleine. Je ne pourrai plus rajouter d'autres cubes, puisqu'il est impossible d'en disposer sur les tuiles qui permettent d'en gagner. Donc si j'avais fait le choix de prendre 2 ors ou bien 2 nourritures, j'aurais gagné seulement un des 2 cubes. Le dernier, comme je ne peux pas le placer, j'aurais été obligé de le défausser immédiatement. L'autre carte de ce joueur, le chantier ferme, lui permet d'acheter des fermes. Donc pour 1 cube d'or, il peut acheter une ferme, ou bien pour 3 cubes d'or, acheter 2 fermes, et ça pour une seule action. Vous l'aurez compris, si un joueur choisit une telle action, il lui suffit tout simplement de récupérer des cubes pour payer son coût à la banque, et ensuite récupérer la tuile correspondante. Attention, il est obligé de la mettre sur le côté ferme, et il peut la placer n'importe où dans sa principauté. Attention, les tuiles que l'on achète ne peuvent plus être défaussées au fur et à mesure du jeu. Donc attention, on a des emplacements spécifiques pour les placer, et ils sont en nombre limité, donc si jamais on a réussi à tout remplir, eh bien on ne pourra carrément plus acheter de tuiles supplémentaires à placer sur sa principauté. Mais revenons à notre activation de cartes. Effectivement, certaines cartes vont avoir un petit symbole de dessiné dans le coin, comme ceci, qui représente 2 cartes qui s'échangent. Alors si jamais j'active une telle carte, donc là par exemple si je choisis l'action percepteur comme je vous ai montré, et bien immédiatement après avoir reçu mes cubes, je vais devoir obligatoirement échanger cette carte contre une disponible sur l'étalage. J'aurai alors le choix de prendre la carte qui me plaît, de la mettre devant moi et de la remplacer par la carte que je viens d'activer. Si cela constituait ma première action, j'ai donc le droit de faire une deuxième action en activant à nouveau une carte. Évidemment, s'il n'y a pas ce symbole d'échange, eh bien je fais l'action et je n'échange pas la carte. Et je peux refaire lors de mon tour, puisque j'ai le droit à 2 actions, 2 fois l'action d'une carte qui ne s'échange pas. Par contre, pour une qui s'échange, je ne pourrai jamais faire 2 fois l'action. Enfin, jamais, ça dépend, puisque je peux très bien réaliser une action et échanger contre une carte identique à celle que je viens d'activer. À ce moment-là, je pourrais à nouveau réaliser l'action, puisque c'est une autre carte, et à nouveau récupérer une carte présente. Ça peut très bien être celle que je viens de mettre sur l'étalage. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a plein de petites tactiques en fait pour empêcher les autres joueurs de récupérer les cartes qui les intéressent et pouvoir faire des fois des combinaisons possibles, des combos en fait entre les cartes qui se présentent devant soi et celles qui sont présentes à l'étalage. Autre possibilité pour un joueur lors de son tour, il peut utiliser une de ses actions pour échanger une carte qui n'est pas échangeable. À ce moment-là, par exemple, j'en ai marre de cette carte que je garde depuis un moment, j'ai parfaitement le droit de l'échanger contre n'importe quelle autre carte qui se trouve à l'étalage, mais par contre cela constitue mon action, et si je veux utiliser la capacité spéciale de la carte que j'acquiers, ou bien celle de la carte que j'échange, je devrais faire 2 actions. Je vous rappelle que vous avez le droit aussi d'utiliser une action pour gagner un cube de faveur, et à ce moment-là, vous n'activez pas de carte et vous n'échangez pas de carte si vous choisissez qu'une de vos 2 actions, soit celle de recevoir un cube. Vous pouvez très bien d'ailleurs utiliser vos 2 actions pour recevoir 2 cubes. Une fois mes 2 actions réalisées, eh bien je vais aussi changer un peu l'étalage. Effectivement, on va toujours retirer la carte la plus à gauche, on va carrément l'enlever du jeu, elle ne sera plus disponible pour personne, et ensuite je vais décaler toutes les cartes et en tirer une nouvelle, avant que le tour de jeu passe au joueur suivant, qui lui aussi va réaliser 2 actions, enlever la dernière carte, et ainsi de suite. Alors vous l'aurez compris aussi, tactiquement, on peut essayer de récupérer les cartes qui se trouvent ici car elles vont bientôt disparaître, ou bien faire exprès de placer une carte qui intéresse les autres joueurs à cet emplacement-là, puisqu'à la fin de son tour, elle disparaîtra. Alors, quelles sont les différentes actions qui seront possibles grâce aux cartes que vous allez trouver dans la pile de la première année? Nous avons des percepteurs, nous avons déjà vu comment ça marche, on choisit au choix. Nous avons aussi des percepteurs qui permettent de gagner soit 3 cubes d'or, soit 3 cubes de nourriture. Bien entendu, il faudra aussi de la place dans sa principauté pour pouvoir les placer, les cubes en trop étant perdus. Nous avons des acquisitions de terres qui permettent de recevoir des champs, des chantiers qui permettent de construire des palaces, nous avons des chantiers qui permettent de construire des banques et des chantiers permettant de construire des fermes. Ensuite, nous avons 2 types de cartes spéciales nous permettant de recevoir des cubes, mais cette fois-ci pas par un percepteur, mais par le nombre
de tuiles différentes que nous aurons sur le plateau de jeu, c'est-à-dire que pour le marché, chaque palace va me permettre de recevoir un cube d'or, et pour la moisson, chaque champ me permettra de recevoir un cube de nourriture. Alors lorsque je choisis une telle action, on compte tout simplement le nombre de palaces, par exemple, que j'ai dans ma principauté, et je vais recevoir un nombre de cubes équivalent. Voilà donc l'intérêt de construire des palaces ou des champs. Évidemment, au début, ils sont moins intéressants par rapport aux percepteurs, mais au fur et à mesure que vous allez agrandir votre principauté, eh bien, ces cartes vont devenir très intéressantes pour recevoir de nouveaux cubes. Ensuite, nous en avons déjà parlé, à la fin de la première année, il y aura un décompte militaire, et le joueur qui aura le plus de puissance militaire va gagner plus de points de victoire que les autres. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer grâce à ces petits jetons rouges que l'on va pouvoir acquérir avec ces actions-là. Nous avons l'enrôlement qui nous permet de recevoir des condottieri, nous avons le recrutement qui permet de recevoir des miliciens. Alors attention à ne pas confondre les deux, hein. Il y en a avec les cubes jaunes, les autres avec les cubes verts. Et nous avons des chantiers qui permettent de construire des catapultes. Alors attention, lorsque je prends un recrutement ou un enrôlement et que je fais l'action, je vais pouvoir immédiatement recevoir de la banque autant de jetons du type présent que je veux. Donc par exemple, si je décide de jouer la carte enrôlement de condottieri, je vais pouvoir recevoir autant de condottieri que je le désire de la réserve et les placer immédiatement sur l'enceinte de mon château. Je pourrais donc par exemple décider de recevoir immédiatement 5 condottieri pour les placer sur mon château. Je peux même en recevoir 10 si je veux. Tant qu'il y a de la place, en fait, je peux recevoir des unités militaires. Alors le problème, parce que ça paraît comme ça énorme de pouvoir prendre autant d'unités militaires à la fois lorsqu'on fait l'action de cette carte, eh bien c'est que pour les condottieri et les miliciens, il va falloir les payer pour qu'ils puissent combattre. Effectivement, pour les condottieri, il leur faudra des cubes d'or, et pour les miliciens, il leur faudra des cubes de nourriture. Une fois qu'ils sont placés sur ma muraille, je ne pourrai plus les défausser avant qu'il y ait un décompte guerrier, et au fur et à mesure du jeu, je pourrai décider de placer des cubes sur ces emplacements pour pouvoir les payer pour la guerre. Alors attention, placer des cubes de nourriture sur les miliciens ou bien des cubes d'or sur les condottieri peut se faire à n'importe quel moment du jeu. Même si ce n'est pas votre tour de jeu, vous pouvez parfaitement le faire. Mais par contre, une fois que vous avez placé un cube sur une de ces unités militaires, vous n'aurez plus le droit de les retirer. Ils vont rester bloqués jusqu'au décompte militaire. Alors attention, s'ils se trouvent dans les tuiles qui vous permettent de les stocker, vous aurez le droit de les échanger comme vous voulez. Mais par contre, à partir du moment où ils sont posés sur les unités militaires, évidemment, les militaires ne vont pas lâcher leur bouffe ou bien leur pays. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais à quoi ça sert de placer les cubes directement sur ces cases militaires, puisque on peut le faire à n'importe quel moment et qu'il suffit tout simplement d'attendre le décompte militaire pour le faire à ce moment-là. Effectivement, mais en fait ça va vous permettre tout simplement de vider ces cases qui vous permettent de recevoir de nouveaux cubes, et lorsque vous choisirez une moisson, un marché ou un percepteur, eh bien vous serez bien content d'avoir des emplacements libres. Alors évidemment, comme vous pouvez placer ces cubes à n'importe quel moment sur les personnages, et bien même lorsque vous recevez des cubes, si par exemple je dois recevoir 3 cubes, je peux très bien en placer 2 dans cette ferme et placer le dernier cube ici. Il faut juste me rappeler que je ne pourrai plus l'enlever. Enfin, dernière carte que vous allez pouvoir trouver lors de la première année, le chantier catapulte. Alors les catapultes, par contre, contrairement aux autres unités de combat, il va falloir les payer à l'unité et assez cher. Donc là, pour acheter par exemple une catapulte, il faudra que je paye un or et une nourriture. Et pour acheter 2 catapultes à la fois, 2 ors et 3 nourritures. Alors l'avantage des catapultes, c'est lorsque vous allez les récupérer et les placer sur votre principauté, eh bien elles vont pouvoir rester jusqu'à la fin de la partie et vous n'aurez pas besoin de les nourrir ou de les payer. Elles vont rester ici et marqueront toujours un point de victoire militaire. Alors parlons aussi un peu des cubes de faveur. À quoi servent ces cubes violets? Eh bien ils vont vous permettre de remplacer n'importe quel cube d'or ou de nourriture. C'est-à-dire que vous pourrez très bien payer vos personnages avec des cubes de faveur à la place d'un cube or ou d'une nourriture. Et de la même façon, pour construire des bâtiments, si par exemple je désire construire des terres, eh bien je pourrais remplacer les cubes d'or ou de nourriture par des cubes de faveur. Je vous rappelle qu'on les gagne en
effectuant l'action récupérer une faveur lors de son tour sur une des deux actions disponibles. Alors le tour de jeu va se poursuivre ainsi de suite avec chacun qui fait ses deux actions jusqu'à ce que lorsqu'un joueur finit son tour, défausse une carte et remplit l'étalage avec une nouvelle carte, ce soit la dernière carte piochée. Donc immédiatement, une fois que cette carte est piochée, mise face visible et qu'il n'y a plus rien dans le tas, eh bien on va procéder à un décompte militaire. Lors d'un décompte militaire, les joueurs vont tout simplement comptabiliser les points que leur armée leur donne. Alors on va gagner toujours un point pour les catapultes, puisque je vous rappelle qu'elles n'ont pas besoin d'être nourries ni payées. Nous allons recevoir un point pour chaque personnage qui a été payé avec le cube qu'il lui faut. Et par contre, on va marquer un point négatif pour les unités qui n'auront pas été ravitaillées. Alors évidemment, lorsqu'arrive le décompte militaire, chacun a le droit, avant qu'on procède au décompte proprement dit, de placer les cubes qu'il a dans sa principauté pour essayer de payer au maximum son armée. Évidemment, l'ordre du tour risque d'être important, et il ne se fait pas dans l'ordre de tour classique, mais on va d'abord regarder le joueur qui a le plus de jetons armés sur son rempart, et celui-ci va décider de quelles sont les unités qu'il paye ou ne paye pas. Ensuite, on passera au deuxième joueur ayant le plus d'unités, qui lui aussi va effectuer son paiement pour ses personnages, et ainsi de suite jusqu'au dernier joueur. Et à ce moment-là, on va comptabiliser les points et regarder qui arrive en quelle position. On prend alors la carte de premier joueur qui indique à son verso le décompte militaire et les points que l'on gagne. Alors ça dépend du nombre de joueurs, si on joue à 2, à 3 ou à 4 joueurs, et quelle est notre position dans le classement. Donc par exemple, à 4 joueurs, le premier joueur, c'est-à-dire celui qui aura le plus de points de victoire militaire, va marquer 7 points de victoire. Donc on lui donnera, sous la forme des billets que nous avons placés de côté en début de jeu, 7 points. 4 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 0 points pour le dernier. Alors, que se passe-t-il en cas d'égalité? Imaginons que mon deuxième et mon troisième joueur soient égalité en nombre de points d'armée. Eh bien, on va tout simplement additionner cette valeur-là et cette valeur-là, donc 4 et 2, 6, que l'on divisera par 2, arrondi au supérieur. Donc là, comme c'est 6, c'est 3 points chacun. Si jamais on était tombé sur un chiffre impair, eh bien, ils auraient gagné tous les deux la moitié arrondie au supérieur. Pour reprendre notre exemple, notre joueur a donc 1 point grâce à sa catapulte, 2, 3, 4, 4 moins 2 puisqu'il y a 2 unités qui n'ont pas été payées, eh bien, il marquera seulement 2 points de force militaire. On va comparer ensuite avec les autres joueurs, et s'il se retrouve en première position, il marquera 7 points dans une partie à 4 joueurs. Alors attention, une fois le décompte militaire effectué, eh bien, les ressources placées sur les pions soldats vont être défaussées et remises dans la banque. Et ensuite, chaque joueur va pouvoir décider s'il désire garder son armée ou bien retirer des pions de son armée. On n'est donc pas obligé de garder tous les jetons à ce moment-là, et on peut décider de les remettre dans la banque. Attention, pouvoir jeter et défausser ainsi des personnages de son armée ne peut être effectué qu'après un décompte. On ne peut jamais le faire à un autre moment dans la partie. Une fois la pile de la première année épuisée et qu'on ait fait le décompte, on peut donc prendre le paquet de cartes numéro 2, le placer à droite du paquet et reprendre le tour de jeu là où il en était resté. Alors, les cartes d'action que vous allez trouver lors de la deuxième année sont les mêmes que lors de la première année, sauf qu'il y a 3 cartes supplémentaires qui vont s'ajouter. La possibilité de peindre des portraits grâce au peintre, mais cela va coûter 5 unités d'or pour pouvoir acquérir un tableau et le placer dans sa principauté. Et évidemment, on ne peut faire cette action qu'une fois lorsqu'on l'active. Le sculpteur qui permet de construire donc des sculptures avec soit 2 ors et une nourriture, soit 2 nourritures et un or. Et enfin le copiste qui contre 4 nourritures va pouvoir vous faire un livre. Lorsqu'on réalise une telle action, on va pouvoir récupérer la tuile de son choix dans la réserve. Alors évidemment, vu qu'elles ont des nombres de points différents les uns des autres, et ce sont des points de victoire en fait qui sont représentés sur ces tuiles, eh bien les premiers à réaliser ces œuvres vont évidemment récupérer les jetons avec le plus gros chiffre marqué dessus. Ces tuiles seront placées dans notre palais sur les cases appropriées. Attention, évidemment, elles sont en nombre limité, on ne pourra donc remplir son palais au maximum qu'avec 8 tuiles. Le jeu va donc se poursuivre ainsi, mais en sachant qu'à l'intérieur de ce deuxième paquet, il y a une carte spéciale de décompte militaire. Dès que cette carte va apparaître en jeu, eh bien immédiatement on fera un décompte militaire comme à la fin d'un paquet.
Donc on effectue exactement la même chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ce décompte militaire va arriver, vu qu'il est mélangé convenablement en début de partie, dans ce paquet de la deuxième année, et qu'il y a aussi une carte de décompte militaire dans le paquet de la troisième année. Cela peut donc évidemment vous amener à faire plusieurs décomptes militaires d'affilée. Effectivement, on peut très bien finir le décompte militaire de la première année parce qu'on a pioché, replacer le paquet, et puis finalement tirer en première carte le décompte militaire, et bien immédiatement on fera un décompte militaire. Donc là par exemple, notre joueur ayant déjà tout perdu en pion, et bien il ne lui reste plus qu'une catapulte qui lui rapporte 1 point, 2 cubes qu'il peut immédiatement essayer de nourrir, mais il ne peut pas nourrir le deuxième, sauf avec une faveur, mais imaginons qu'il désire la garder. Ça lui fait 2 points moins 1 point de victoire seulement, enfin 1 point de force militaire, à ne pas confondre avec les points de victoire. Et voilà, donc il faudra prendre en compte le fait que peuvent tomber comme ceci des cartes de décompte à n'importe quel moment. Le jeu se poursuit donc ainsi avec le troisième paquet dans lequel vous allez trouver 3 peintres, 3 sculpteurs et 3 copistes. Donc les victoires culturelles vont rapporter de plus en plus de points par rapport aux victoires militaires. Et le jeu va se poursuivre ainsi jusqu'à la fin du troisième paquet et le dernier décompte militaire. Alors ensuite, en fin de partie, on va donc compter les points en ajoutant les points de ces victoires militaires, cumulés avec les points obtenus grâce aux différentes tuiles carrées bleues que l'on a récupérées au fur et à mesure du jeu. Le nombre de points est tout simplement le nombre de points qui est marqué dessus. Et enfin, on va marquer des points supplémentaires grâce aux cartes objectifs que l'on a reçues en début de partie. Effectivement, j'ai oublié de vous reparler de ces cartes. Nous allons voir ça immédiatement. Alors, dans ces cartes d'objectifs, nous avons vu qu'il y en a avec un numéro 1 et avec un numéro 2, que chacun en a reçu une de 1 et une de 2, et derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour gagner des points supplémentaires? Eh bien, nous avons par exemple la charte municipale qui nous permet de recevoir des points de victoire supplémentaires pour les palaces et pour les banques que l'on aura construits. En fin de partie, on fera donc le total de tous ces palaces et de toutes ces banques, auxquels on retirera 6 points, et ça nous donnera un nombre de points de victoire supplémentaires à ajouter à son total. L'armurerie va marcher avec les catapultes. Donc tout simplement, chaque catapulte faite dans notre principauté nous rapportera un point de victoire supplémentaire en fin de partie. La forteresse va faire gagner des points de victoire pour le nombre de points de victoire militaires que l'on aura réussi à obtenir pendant la partie. On va diviser par 4 le nombre de points que l'on a et ça va nous donner des points de victoire supplémentaires. Nous avons enfin le sol fertile qui va nous permettre de recevoir aussi des points de victoire en fonction du nombre de champs et de fermes que l'on a réussi à construire, moins 6. Donc on compte le nombre total, on enlève 6 et ça nous donne un nombre de points supplémentaires en fin de partie. Alors attention, pour ces deux cartes où il y a un moins 6 de dessiné, je ne peux pas obtenir de points de victoire négatifs. C'est-à-dire si j'ai seulement 2 fermes ou champs, eh bien je n'obtiendrai pas moins 4. Et ensuite, dans les deux, il y a le palace qui nous permet de recevoir des points de victoire pour chaque combinaison de 3 tuiles spéciales, c'est-à-dire une sculpture, un livre et une peinture nous permettront de recevoir 5 points de victoire supplémentaires. Si on a 2 fois ce brelan, eh bien 10 points, 3 fois ce brelan, 15 points. Ensuite, nous avons la chapelle qui nous permet, cette fois-ci pour une paire de sculptures et de peintures, de recevoir des points supplémentaires. Donc chaque double paire comme ceci nous permettra de recevoir des points en plus. La même chose pour l'hôtel de ville, mais cette fois-ci c'est sculpture et livre. Et enfin, la villa qui est livre et peinture. 2 cartes étant distribuées comme ceci à chaque joueur en début de partie, eh bien ça donne une petite indication sur quoi il va falloir essayer de se développer en priorité pour espérer marquer des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Évidemment, c'est le joueur ayant le plus de points cumulés grâce à ces différentes actions qui emportera la partie. Alors en cas d'égalité, il faudra faire attention, on comptera les cubes restants au joueur. Donc là par exemple, ce joueur a 4 cubes restants sur son jeu, donc s'il est à égalité en points de victoire avec un autre joueur, eh bien on comparera ce nombre de cubes pour savoir qui l'emporte.
Voilà pour Principato, un jeu très sympathique avec des tours de jeu rapides, puisque chaque joueur n'a que 2 actions, et que ces actions vont pouvoir être combinées les unes avec les autres, et aussi en fonction de ce que les autres joueurs font, pour pouvoir tirer la couverture à soi. Donc vraiment très sympa à découvrir, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.